Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum chers étudiants. Dans cette séquence vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter les supports de transmission ainsi que les caractéristiques de ces derniers-là. Premièrement, c'est quoi un support de transmission? Un support de transmission, ce n'est que le milieu dans lequel va se propager le signal porteur d'information. Un signal qui porte l'information va se propager à travers un milieu. Alors ce milieu-là, il s'appelle support de transmission. Et parmi les milieux que vous connaissez, il y a les milieux filaires ou matériels, c'est-à-dire avec guide physique, et les milieux sans fil ou immatériels, c'est-à-dire sans guide physique de l'information. Dans les milieux filaires, il y a les supports en cuivre qui transportent le signal électrique, donc l'agent de communication et l'électron. Parmi ces supports-là, on trouve la paire torsadée. La paire torsadée, c'est le support traditionnel de l'infrastructure téléphonique, se compose de deux conducteurs en cuivre isolés l'un de l'autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de l'axe de symétrie longitudinale. Cet enroulement réduit les conséquences des inductions électromagnétiques parasites dues à l'environnement. Donc un câble à paire torsadée contient plusieurs paires de conducteurs. Le deuxième type, c'est le câble coaxial. Historiquement, c'est le premier support utilisé par les réseaux locaux. Le câble coaxial est une ligne de transmission utilisée en haute fréquence composée d'un câble à deux conducteurs. L'âme centrale en cuivre est entourée d'un matériau diélectrique isolant. Le diélectrique est entouré d'une tresse conductrice ou bien d'une feuille d'aluminium, puis une gaine isolante de protection pour protéger le câble. Sa forme particulière permet de ne produire aucun flux net extérieur. Le deuxième type de support, c'est les supports optiques qui transportent la lumière sous forme de photons. On a les supports en fibre optique qui restent aujourd'hui le support de transmission le plus apprécié. Il permet de transmettre des données sous forme d'impulsions lumineuses avec un débit nettement supérieur à celui des autres supports de transmission filaire. La fibre optique est constituée d'un fil de verre très fin. Elle comprend un cœur dans lequel se propage la lumière émise par une diode électroluminescente ou une source laser, une gaine optique dont l'indice de réfraction garantit que le signal lumineux reste dans le cœur de la fibre, et une gaine extérieure pour la protection. Donc un câble à fibre optique contient plusieurs fibres. Parmi les supports optiques aussi, on trouve les faisceaux infrarouges. Par exemple, dans cette photo, on voit des barrières infrarouges installées. Le transmetteur envoie un faisceau infrarouge invisible au récepteur. Si ce faisceau est rompu, alors le récepteur signale une alarme. C'est un exemple d'application des faisceaux infrarouges pour contrôler l'accès aux endroits. Le troisième type de support, c'est le support hertzien, ou bien les faisceaux hertziens, FH, et transportent des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère ou dans le vide. Les faisceaux hertziens reposent sur l'utilisation de faisceaux de fréquence très élevés produits par des antennes directionnelles émettant dans une direction donnée pour assurer la communication entre les différents équipements utilisant ce genre de support. Alors, ces supports de transmission, ils ont certaines caractéristiques qui sont très essentielles qu'on va présenter dans la section suivante. La première caractéristique s'appelle bande passante
ou bien bandwidth en anglais. Tous les supports de transmission ont une bande passante limitée. Donc, que signifie bande passante? La bande passante, par définition, est la plage de fréquence sur laquelle le support est capable de transmettre des signaux sans que leur affaiblissement soit trop important. Elle s'exprime en Hertz, bien sûr, puisque les fréquences sont en Hertz. Pour comprendre la bande passante, voyez cette figure. Donc, PS représente la puissance de signal en sortie du support, et PE, c'est la puissance en entrée du support de transmission. Donc, comme vous voyez, dans cette plage de fréquence, de Fmin jusqu'à Fmax, donc on peut détecter le signal à la sortie du support de transmission. Donc, le signal émet est atténué, mais détectable à la sortie. Par contre, en dehors de cette plage de fréquence, c'est-à-dire en dessous de Fmin et en dessus de Fmax, le signal est tellement affaibli qu'on ne peut pas détecter à la sortie du support. En général, on caractérise un support par sa bande passante à 3 décibels, c'est-à-dire par la plage de fréquence à l'intérieur de laquelle la puissance de sortie est au pire divisée par 2. Si on note PS, la puissance de sortie, et PE, la puissance d'entrée, alors l'affaiblissement en décibels est donné par la formule 10 logarithme décimal PS sur PE, sachant que PS est égal PE sur 2. Donc on aura 10 logarithme décimal de 0,5 est égal moins 3 décibels. Donc la bande passante à moins 3 décibels, c'est la bande passante dans laquelle on peut détecter au minimum la moitié de la puissance d'entrée du support. La deuxième caractéristique, c'est la capacité maximale. La capacité d'un support de transmission mesure la quantité d'informations transportées par unité de temps. Donc, la capacité du support ou bien débit maximal est la quantité d'informations en bits pouvant être transmis sur le support en une seconde. Donc, l'unité de la capacité est en bps, c'est en bits par seconde. Un théorème du à Shannon exprime en bits par seconde la borne maximale de la capacité d'un support de transmission. Dans cette formule, W est la largeur de la bande passante de support exprimée en Hertz. Le rapport S sur N représente la valeur du rapport entre la puissance du signal S et la puissance du bruit notée N. La base 2 du logarithme sert à exprimer la quantité d'informations en bits. Donc l'unité c'est bits par seconde. En général, la quantité S sur N est exprimée en décibels. Donc pour voir la valeur en décibels, on fait 10 logarithme décimal de S sur N. Avec S c'est la puissance du signal et N c'est la puissance du bruit. L'autre caractéristique du support de transmission s'appelle temps de propagation. Est une caractéristique physique du support de transmission. Donc par définition, le temps de propagation Tp est le temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre. Ce temps dépend donc de la nature du support. Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est une fibre optique? Ou bien un support sans fil? Et aussi de la distance que va parcourir le signal. Donc parcourir des mètres, ce n'est pas la même chose de parcourir 100 mètres. Et également de la fréquence du signal. Donc un signal à faible fréquence ne peut pas parcourir des grandes distances. Par contre, un signal à très grande fréquence peut parcourir des très grandes distances. Alors le temps de propagation Tp est le temps qu'il va faire le signal dès qu'il a quitté l'émetteur jusqu'à ce qu'il va être détecté par le récepteur. Donc le temps qu'il va faire le signal de ce point à ce point, c'est ça le temps de propagation. C'est une caractéristique physique du support de transmission. Ce n'a aucune relation avec l'équipement de transmission, c'est-à-dire l'émetteur ou bien le récepteur. Une autre caractéristique
toujours avec le temps, s'appelle temps de transmission ou bien de traitement. Dans cette fois-ci, on montre la capacité de calcul de l'émetteur et du récepteur. Donc par définition, T est le délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne. Donc dans cette fois-ci, on va entrer la capacité de calcul de l'équipement émetteur et de l'équipement récepteur. Donc le début, c'est quand on va commencer à émettre et quand on a fini à émettre. Donc il est égal, par définition, le rapport entre la longueur du message, c'est-à-dire combien de quantité d'informations on va transmettre, et le dB de la ligne, c'est-à-dire combien elle peut émettre cette ligne de transmission. Donc il est égal L en bits divisé par D, c'est le dB en bits par seconde. Donc le temps de transmission ou de traitement, c'est le temps qui s'écoule entre le début et la fin de transmission d'un message. Quand on a commencé à émettre jusqu'à la fin de transmission de message. Et enfin, le temps de traversée. Le temps de traversée ou délai d'acheminement sur un support est égal au temps total mis par un message pour parvenir d'un point à un autre. C'est donc la somme entre le temps de propagation qui est propre à la ligne de transmission et le temps de traitement qui est propre à l'équipement. Et voilà, le temps de traversée est égal TP plus TT. Autre caractéristique d'un support de transmission, on parle de la longueur élémentaire. Alors c'est quoi la longueur élémentaire? Alors la longueur élémentaire d'un support est la longueur maximale de support au-delà de laquelle le signal doit être amplifié ou répété ou bien régénéré pour être correctement reçu. C'est-à-dire le signal au-delà de cette longueur va devenir faible. Devenir faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'information qu'il contient, on ne peut pas la détecter. Donc l'importance de l'affaiblissement dépend des caractéristiques physiques du support. Donc il est moins important dans les fibres optiques que dans les câbles électriques, dans les câbles coaxiaux que dans la paire torsadée. Alors question de la longueur élémentaire, la fibre optique, elle est meilleure que le câble coaxial. Et le câble coaxial est meilleur que la paire torsadée. Tous ces supports de transmission qu'on a vus dans cette présentation sont face à des bruits et distorsions. Même lorsque les signaux sont adaptés au support, on ne peut pas garantir leur réception correcte à 100%. Le récepteur doit prendre une décision dans un laps de temps très court. De ce fait, cette décision peut être mauvaise. Par exemple, un symbole 1 émis donne une décision symbole 0 reçu, ce qui constitue une erreur de transmission. Les fibres optiques sont les meilleurs supports car le taux d'erreur est très faible. Les câbles et les supports métalliques présentent des taux d'erreur moyens. Et les liaisons sans fil ont un taux d'erreur variable, sensible aux conditions météorologiques. Ainsi va se terminer cette section. Je vais vous voir dans le prochain chapitre. Merci et bonne chance.